Bonjour, bonjour et bienvenue chez Maison Conquête, le podcast. Je suis Gaëlle Dumora et ici, nous explorons nos lieux de vie comme des miroirs de nos existences. Des espaces qui nous façonnent et nous transforment. Ce nouvel épisode s'inscrit dans une série que j'ai appelée « Des femmes et leur maison ». Ce sont des récits de femmes qui, en rencontrant un lieu, ont aussi rencontré une nouvelle part d'elles-mêmes. Des histoires où la maison devient tremplin, refuge, ancrage et parfois même le point de bascule d'une vie. Aujourd'hui, je vous emmène à Thomery, tout près de Fontainebleau, dans le château de Rosa Bonheur. Rosa l'appelait le domaine de la parfaite amitié. Et dès que l'on franchit ces grilles, on comprend pourquoi. Ici, rien d'intimidant. C'est un lieu qui tend les bras, qui accueille avec une douceur rare. On se sent immédiatement à sa place, un peu comme si l'on venait rendre visite à une grand-mère pleine d'histoire, de confidences et de bienveillance. À mon micro, Catherine Brault, la propriétaire du château, qui œuvre à faire revivre Rosa Bonheur. Et vous allez voir, Rosa et Catherine sont de la même trempe. Chaleureuses, passionnées, habitées par une mission. Dans cet entretien, elle nous raconte sa rencontre avec Rosa, le lien invisible qui unit leurs deux histoires et ce que cela peut signifier d'habiter un lieu qui vous choisit. Vous allez entendre parler de mémoire, de transmission, d'histoire de femmes et c'est aussi le récit d'une renaissance personnelle qui, comme souvent, commence par une maison. Bonne écoute. Bonjour Catherine. Bonjour. Pourriez-vous me dire où nous sommes aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes dans une maison merveilleuse, le domaine de la parfaite amitié, comme l'appelait Rosa Bonheur. On est dans le château de Rosa Bonheur, à Thomery B, juste à côté de Fontainebleau, entre la Seine et la forêt de Fontainebleau. Comment vous avez rencontré Rosa Bonheur ? Alors, ma rencontre, elle est très ancienne. Je devais avoir à peu près 5-6 ans. Et avec mon école, nous allions visiter l'atelier de Rosa Bonheur. Alors c'était un peu particulier parce que le musée n'était pas ouvert, mais vraisemblablement la directrice de mon école à Fontainebleau était amie avec les anciens propriétaires. Et donc c'était la sortie de l'année, on allait rencontrer le lieu, rencontrer Rosa Bonheur. Alors pour moi c'était très effrayant parce que le lieu était effrayant. Déjà, cet aspect des murs en briques, quand on rentrait, c'était un peu particulier. Et puis surtout, donc, ça faisait un peu maison hantée. Et nous avions après, à l'intérieur, les rideaux étaient tirés, il y avait tous les animaux empaillés, et ça m'effrayait, mais de façon terrible. D'accord. Donc, ce qui fait que d'une année sur l'autre, j'avais pas du tout envie de revenir. Ok. Qu'est-ce que vous avez... Donc, c'était plutôt la peur et ce côté effrayant quand vous étiez petite. Vous l'avez recroisé par la suite ? Non, alors, j'ai croisé Rosa Bonheur, tout au long de ma vie, parce qu'en fait, Rosa Bonheur, dans la région de Fontainebleau, on en parle. Donc, mais on en parlait de façon très particulière. On n'en parlait pas du tout comme une personne impressionnante ou une femme extraordinaire. On en parlait comme une espèce d'excentrique qui avait été plus ou moins, alors c'est ce que j'en avais retenu, qui avait été enfermée dans son château par une vilaine américaine qui l'obligeait à peindre pour lui piquer ses œuvres. Enfin, c'est ce que j'avais retenu. D'accord. Et puis après, en grandissant, j'ai bien compris que c'était pas tout à fait ça, mais ça ne m'intéressait pas, ni le 19e, ni la peinture animalière, ni même ce château ne m'attirait. Donc je n'y suis jamais revenue. Je suis passée devant des milliers de fois, mais je n'étais pas du tout attirée par le lieu. Jusqu'à ce qu'en 2014, en fait après 10 années de divorce assez épouvantables, je cherche un projet à créer pour me jeter, pour me vider la tête et me jeter sur un projet qui allait me permettre de mettre les années passées vraiment derrière moi. Et j'ai une idée, j'avais une jolie idée dans Fontainebleau, et puis je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Et quelqu'un m'a dit, mais tu devrais aller voir le château de By, il est à vendre. J'ai fait, berk, quelle horreur, ce truc lugubre. Ah non, vraiment, c'est pas pour moi. Et puis vous savez, quand on a comme ça une image en tête, une image de l'enfance, on a envie de se confronter à cette image. Donc je me suis dit, mais tiens, je vais aller voir ce que c'est devenu. Mais c'était par pure curiosité,
pas du tout dans l'intention d'en faire quoi que ce soit. Et en fait, quand j'ai passé les grilles, tout de suite, mais c'était en une fraction de seconde, j'ai fait « Waouh, c'est magique !» En fait, ce côté désuet, un peu décrépit, et pourtant superbe, enfin, qui me parlait en tout cas. Ah oui, moi j'ai eu la même sensation. Alors je suis à Caen visiteuse et en podcasteuse, mais j'ai eu la chair de poule quand effectivement je suis rentrée ici. Il se passe quelque chose, vraiment. Oui. Il se passe quelque chose et on a vraiment l'impression qu'on est bienvenu. Oui. Et c'est rare de se sentir accepté dans un lieu historique. Généralement, on est là en visiteur, un peu en intrus ou en voyeur. Et là, pas du tout. J'ai vraiment eu l'impression que c'était comme une petite fille qui rentre dans un grenier ou un endroit où qu'on vient de redécouvrir et personne ne va nous surprendre, personne ne va rien nous dire, on a le droit d'être là. Et en fait, ça a été comme ça pendant tout le long de ma visite. Et j'ai vraiment eu l'impression, pour la première fois de ma vie, que j'étais là où je devais être. D'accord. Ouais, c'était vraiment un moment. Et je l'ai senti tout de suite. Ça s'est passé comment ? C'était dans votre corps, comment vous l'avez ressenti, ça ? Comment je l'ai senti ? Je sais plus comment je l'ai ressenti, oui, dans mon corps et dans ma tête, je pense. Ouais. J'ai vraiment eu cette sensation d'une petite fille qui rentre dans un grenier, complètement émerveillée, et elle sait qu'elle est dans un endroit, comme si, effectivement, personne n'était passé là depuis très longtemps, et pourtant, tout était bienveillant. Et ce qui m'a vraiment surpris, parce que je suis rentrée, la première pièce dans laquelle je suis entrée, c'était la cuisine du château, dans laquelle il y avait encore le piano, donc les fourneaux, il y avait encore les casseroles en cuivre, mais qui n'étaient pas là pour l'apparat, qui étaient là parce qu'elles étaient encore utilisées. Et puis à côté de ça, vous aviez de la modernité, comme un micro-ondes, une cafetière électrique. Et en fait, ça ne jurait pas. C'était juste les choses qui s'étaient accumulées les unes à côté des autres et le temps a passé, on n'a pas effacé ce qui s'est passé avant, on a simplement ajouté des choses. Et donc, c'était de la bienveillance partout. Et j'avais l'impression qu'en fait, c'était de la bienveillance. Et même cette bienveillance, c'était aussi pour moi. Et là, j'ai commencé à traverser les années, un peu comme Alice au Pays des Merveilles, vous savez, quand elle tombe. Ouais. Sauf que moi, je tombais très, très, très doucement. C'était très agréable. Et je passais d'une pièce à l'autre et j'étais émerveillée, et pourtant il n'y avait rien de merveilleux, hein. Il n'y avait pas d'objet doré, c'était pas somptueux, c'était juste beau, bienveillant, une très belle patine du temps, enfin voilà. Qu'est-ce qui se passe après cette visite du coup ? En fait, cette visite dure très longtemps. L'agent immobilier, cette femme a été merveilleuse parce qu'elle s'est installée dans un coin et elle m'a laissée tranquille pendant 3 heures peut-être, donc c'est très long, 3 heures pour une visite. Bien sûr. Et je me suis baladée toute seule. Après, le domaine est grand aussi. Oui, mais c'était uniquement à l'intérieur, donc je passais de chambre en chambre, etc. Et même dans les chambres, on sentait que même si elles avaient été retapissées, on sentait que derrière, il y avait encore quelque chose, que des objets ayant appartenu à Rosa Bonheur ou à ses héritières étaient encore là. Donc ça, c'était assez merveilleux. Et puis j'ai fini par l'atelier. Ce qui est drôle, c'est de finir par cette pièce qui aurait dû être la première. Et en fait, là, mon regard s'est dirigé tout de suite vers le grand tableau en pied de Rosa Bonheur. Et là, elle a un petit sourire sur ce tableau. Et j'ai eu l'impression qu'elle se moquait de moi et qu'elle me disait « Tiens, finalement, t'es revenue ». Et ce qui est drôle, dans ma vie, j'ai jamais parlé avec un tableau. Hein, c'était la première fois. C'est pas grave. Et là, je lui ai dit « Mais au fait, t'es qui, toi ? Pourquoi t'es là ? Pourquoi tout ça est intact ? Pourquoi on ne sait pas qui tu es ? Et je l'ai tutoyée tout de suite. En fait, il y a tout de suite une connexion entre elle et moi. Et en réalisant ce que j'étais en train de faire, ça m'a fait rire, bien sûr. Et là, je me suis tout de suite dit, on n'a pas le droit de laisser disparaître ça, pas avant qu'on sache qui elle était. Et cette espèce d'enquête policière de qui était-elle vraiment, pourquoi tout est resté intact, pourquoi cette femme qui a quand même été très célèbre en son temps, alors je ne savais pas ô combien elle avait été célèbre, mais je savais qu'elle l'avait été. Et là, pourquoi on ne parle pas d'elle ? Pourquoi je ne sais pas qui c'est ? Pourquoi tout ça ? Justement, vous pouvez nous dire qui elle est ? Alors qui elle est, je ne sais pas encore tout, mais plus j'avance, plus on avance ici, et plus on se rend compte qu'elle a été une femme extraordinaire. Donc c'était une femme peintre, enfin une artiste dans tous les sens du terme,
Elle a été peintre, elle n'a peint que des animaux. Elle a décidé, quand elle avait 12 ans, qu'elle ne peindrait que des animaux et qu'elle deviendrait célèbre grâce à ça. Et en fait, elle a été aussi sculptrice, mais elle a abandonné assez vite pour laisser son frère, l'un de ses frères, prendre ce titre de bonheur et sculpteur. Et en fait, elle a trois grands combats dans sa vie. Le premier, c'est d'élever la femme, prouver que les femmes et les hommes sont égaux, au moins dans l'art, ce qu'elle va faire de façon magistrale et de façon très intelligente. Le deuxième de ces combats, c'est de prouver que les animaux ne sont pas des objets, ce sont des êtres vivants, sensibles, et donc elle va vraiment se battre pour la cause animale. Là aussi de façon très subtile et très intelligente. Et puis son troisième combat, dont on parle encore assez peu, c'est pour l'écologie. Elle va dire très clairement que si on ne prend pas soin de la nature, eh bien la nature ne prendra pas soin de nous. Et voilà. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Voilà. Et ce qui est très drôle, c'est que quand je me suis intéressée à elle et quand j'ai voulu racheter le lieu et que j'ai cherché des financements, les gens, et que je parlais de ce projet autour de moi, me disaient « Mais pourquoi tu t'intéresses à cette ringarde ?» Et en fait, je me disais, mais elle n'est pas ringarde, elle était d'avant-garde, oui, et elle est encore d'avant-garde. d'avant-garde. Ces combats du 19e, ce sont les combats, aujourd'hui, ce sont nos premiers combats. Et en fait, excusez-moi, j'ai plus de voix. Et en fait, c'est l'émotion. Et en fait, petit à petit, en fait, j'ai réussi à faire sentir ça autour de moi, que peut-être que les ringards, c'était pas ce qu'on croyait. Et en fait, et en marchant dans ses pas, et la chance qu'on a eue, c'est d'avoir des greniers qui regorgeaient de toute son histoire. Jamais il n'avait été inventorié, jamais il n'avait été classé, jamais il n'avait été étudié. Et donc, depuis que j'ai acheté ici, donc fin 2017, on est dans les greniers. On n'a toujours pas fini. On n'a toujours pas fini de répertorier. Oui. Donc, d'étudier, on est très loin d'avoir tout étudié. C'est un projet d'une vie, en fait, dans lequel vous êtes lancé. Plusieurs vies, je pense. D'ailleurs, dans ce projet, vous avez embarqué avec vous vos enfants ? Alors au départ, pas du tout. D'accord. Au départ, je suis vraiment seule dans cette histoire. Ok. Et quand j'ouvre, l'une de mes sœurs, parce que on est une famille de 8, donc j'embarque l'une de mes sœurs dans cette aventure. Elle vient me soutenir, elle vient m'aider. Mais quand on ouvre, je fais les visites toute seule, je m'occupe des toilettes, je nettoie, je fais tout. Ouais. Et puis petit à petit, j'ai une de mes filles qui vient et qui veut faire un stage. Donc, elle vient tenir le salon de thé. Au bout de 2-3 mois, elle me dit « T'es dingue, tu travailles 7 jours sur 7. Moi, j'ai pas envie de ça. Je m'en vais. » Et du coup, elle a repris ses études. Et puis, j'ai une deuxième fille qui vient et qui me dit « J'ai besoin de faire un stage. » Je lui dis « Ok, vas-y, viens. » Et puis, en fait, elle est jamais repartie. Et puis, Lily Jeanne, qui était venue la première, finalement, elle est revenue. Et donc maintenant, voilà, on est 3 à la direction. Et puis ma dernière fille, Zélie, dont vous avez probablement entendu parler. Oui, qui a un profil Instagram. Qui a un profil extraordinaire. Ouais, c'est magique. Où elle raconte en fait l'histoire du château en faisant de la pâtisserie. Ouais. On va dire. Et cette façon, fait de façon très poétique, et j'adore. C'est un personnage. Zélie est un personnage, vraiment. Et donc, elle vient nous rejoindre après. Au début, elle fait de la recherche avec nous. Elle se prend de passion pour Anna Klumke, parce qu'elle dit c'est pas juste de ne s'occuper que de Rosa. Ouais. Il faut s'occuper aussi de celle qui a tenu l'histoire de Rosa pratiquement jusqu'à maintenant. Vous pouvez peut-être nous en parler, du coup, excusez-moi. Oui, bien sûr. Alors, Anna Klumke... Il y a plusieurs femmes dans la vie de Rosa. D'ailleurs, on va beaucoup parler de ces femmes. La première femme qui va entrer dans la vie de Rosa, c'est sa mère. Et c'est une femme qui va avoir énormément d'importance. Et Rosa dit c'est son étoile polaire. C'est vraiment pour elle qu'elle va se battre pour faire reconnaître l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est pour elle qu'elle veut élever la femme. Et puis, elle va perdre sa mère très jeune. Et après, il y a 2 femmes qui vont rentrer dans sa vie, qui sont Madame Mikas et Henriette Mikas, et Nathalie Mikas, sa fille. Et ces 2 femmes vont jouer le rôle de mère pour Rosa. Elles vont tout faire. Et si Rosa Bonheur a eu le succès qu'elle a eu à son époque, c'est vraiment grâce à ces 2 femmes. C'est elles qui vont la prendre sous leur aile et qui vont l'entourer. Alors, Madame Mikas va vraiment prendre Rosa comme sa fille.
Et ça va être merveilleux parce qu'elle a besoin de cet amour maternel, hein, Rosa le dit. D'ailleurs, elle va considérer que cette famille-là, c'est sa véritable famille. Et puis, Nathalie Mikas, qui est juste un tout petit peu plus jeune, 2 ans de moins que Rosa, a aussi ce côté très maternel et elle va vraiment encourager Rosa, elle va la consoler et puis petit à petit, elle va l'aider à créer un personnage pour tenir la route. C'est elle qui va lui dire ne te casse pas la tête pour savoir comment tu dois t'habiller, on va choisir une tenue, tu auras toujours la même et ce sera simple. Et donc c'est elle qui va en fait faire le costume de Rosa Bonheur que l'on connaît aujourd'hui. Et puis c'est elle aussi qui va faire des recherches pour avoir des agents, etc. Donc elle, c'est un peu son manager, c'est un peu aussi son Jiminy Cricket, c'est sa conscience. Elle est extrêmement importante. Aujourd'hui, quelles sont les vraies relations entre les deux femmes ? On ne sait pas. C'est une relation très particulière, c'est une amitié extraordinaire. Est-ce que c'est un amour romantique ? Est-ce que c'est... J'en sais rien. Peu importe, au fond. Voilà. Et on n'a rien qui nous permet, en fait, de le savoir vraiment. Et puis, malheureusement, Nathalie va mourir en 1889 et Rosa va tomber dans une dépression terrible. Mais arrive à ce moment-là une autre femme, une jeune américaine, c'est Anna Klumke, donc une femme assez extraordinaire qui, très jeune, a été emmenée avec sa mère et ses sœurs à courir le monde, en fait, et notamment l'Europe. Et Anna a contacté Rosa pour faire son portrait. Alors Anna est portraitiste, elle marche bien aux États-Unis, hein. Elle a une certaine notoriété, les grands du monde lui réclament un portrait, et en Europe elle n'est pas très connue. Et elle se dit que probablement si elle faisait le portrait de Rosa Bonheur, qui à ce moment-là est très célèbre, hein, y compris aux États-Unis, se dit que ça allait booster sa carrière. Et puis elle a une grande admiration pour Rosa, qu'elle connaît depuis l'enfance. Quand elle était petite, sa mère lui avait offert une poupée Rosa Bonheur, parce qu'à l'époque, il existait non pas des Barbie, mais des poupées Rosa Bonheur qu'on offre aux petites filles. Et donc Anna va envoyer un message à Rosa qui va accepter. Et les voilà toutes les deux au château, on est en 98, et Rosa va accepter alors qu'elle déteste poser. Elle va lui dire « Ok, je pose pour vous, mais à une condition, vous allez écrire mon histoire, parce que les biographies qui ont déjà été écrites sur Rosa, et de son vivant, il y en a déjà 3, Rosa va dire « Toutes ces biographies, ce sont des hommes qui les ont écrites, ils n'ont rien compris ». Le personnage le plus important de ma vie, c'est ma mère. Or, il n'en parle pas et c'est une injustice. Et il faut réparer cette injustice. Vous êtes une femme, vous avez une relation très forte avec votre mère, vous comprenez ça. Et donc, Anna va un peu râler parce qu'elle est venue faire un portrait, elle n'est pas venue écrire une biographie. Et finalement, elle va accepter. Et là, ça va complètement changer les relations entre les deux femmes. Parce que le fait de se révéler, de donner ses secrets à Anna, ça va les rapprocher. Ce qui va faire qu'au bout de quelque temps, Rosa va lui demander d'accepter d'être la fille qu'elle n'a jamais eue. Et on peut imaginer la surprise d'Anna. Et après réflexion, Anna va accepter. Alors ça va pas être simple parce qu'elle a peur du qu'en dira-t-on, elle a peur aussi de perdre sa carrière américaine. Mais finalement, poussée par l'une de ses sœurs qui lui dit « Mais fais ce que tu veux, vis ta vie ». Et en fait, Anna va accepter, elle va s'installer ici. Malheureusement, Rosa meurt très très vite, quelques mois plus tard. Et Anna va être très fidèle à la mémoire de Rosa, puisqu'elle va tout faire pour que Rosa ne disparaisse pas. Donc elle va organiser, en fait, la succession. Elle va écrire cette fameuse biographie, absolument merveilleuse, qu'on a rééditée parce que personne ne voulait l'éditer, puis on s'est dit que c'était à nous de le faire. Donc, ça fait sens en tous les cas. Voilà. Et puis on est ravis de l'avoir fait. Et on la réédite régulièrement tous les 2 ans. Et ensuite, elle va prendre les œuvres peut-être les œuvres qui la touchent le plus, et elle va les offrir au château de Fontainebleau. Elle va prendre sur ses deniers pour aménager des salles au château de Fontainebleau pour en faire un vrai musée Rosa Bonheur. Elle va vraiment tout faire pour que Rosa reste, perdure, ne disparaisse pas tout de suite après sa propre mort à elle. Et en fait, peine perdue. Le château de Fontainebleau va monter les œuvres au bout de très peu de temps. Elle va les monter dans les greniers. On va les oublier. Elles vont prendre la poussière. Et puis Rosa va disparaître. C'est fou, hein ? Ouais.
C'est fou et c'est pas tellement étonnant. Non, c'est l'histoire de beaucoup de femmes à cette époque. Ouais. Mais et des époques plus proches de nous aussi. Hein. Ouais, mais même de notre époque actuelle. Oui, bien sûr. Alors, ce qui est étonnant, c'est quand même que tout a été fait. Généralement, les femmes ont disparu parce que personne n'a gardé leur mémoire. Ouais. C'est pour ça que Fanny Mendelssohn, que Clara Schumann, toutes ces femmes, ces grandes musiciennes, ces grandes compositrices ont disparu. Personne n'a travaillé sur leur mémoire. Mais là, Anna, qui était consciente de ça, elle a tout fait, justement, elle, pour garder cette mémoire. Maintenant, Rosa disparaît plutôt dans les années 1950, donc c'est-à-dire plus de 50 ans après sa mort, 50 ans après sa mort. Et Anna, pas Rosa. Enfin, après la mort de Rosa. Rosa est morte en 1899 ouais. Et Rosa disparaît vraiment de notre histoire dans les années 1950. Donc, après la guerre de 39-45. Et là, pour nous, il y a un début d'explication sur la disparition de Rosa, vraiment, de notre histoire de l'art. Après la guerre, on sait très bien que pendant la guerre, les femmes ont tenu des postes importants. Elles ont vraiment fait tourner l'économie française. Et quand les hommes reviennent, pour ceux qui reviennent, ils vont reprendre leur poste. Et la France a perdu énormément de population. Et il faut repeupler la France. Et donc, l'État français, le gouvernement, va favoriser le retour des femmes à la maison, les glorifier en tant que mères et en tant qu'épouses. Et donc, toutes ces femmes qui ont été extraordinaires, comme Marie Curie, qui a été extrêmement importante, eh bien, elles disparaissent. Non pas qu'on veut les effacer, on ne veut pas forcément les effacer. Simplement, ça n'est plus le moment d'en parler. On n'en parle plus. Et quand on ne parle plus des gens, on les oublie et ils disparaissent vraiment. D'autant plus qu'il y a de nouveaux mouvements dans la peinture qui vont effacer les histoires précédentes. Mais il n'empêche que la peinture religieuse n'est pas à la mode, n'empêche, elle fait partie quand même de l'histoire de l'art et on en parle. La peinture animalière et Rosa Bonheur, on n'en parle pas. Quand j'ai acheté le château en 2017, au Louvre, pendant les études d'histoire de l'art au Louvre, quand on étudie le 19e siècle et la peinture animalière, on ne prononce pas le nom de Rosa Bonheur. C'est quand même fou, quoi. C'est totalement fou. Et d'un autre côté, est-ce que les historiens de l'art ont essayé de faire quelque chose autour de Rosa Bonheur ? Non. Que nenni. Absolument pas. Il n'y a pas de catalogue raisonné. On est en train de le faire ici. Mais il n'y a pas de catalogue raisonné des œuvres de Rosa Bonheur. Elle en a peint entre 15 et 20 000. Certes, c'est du travail. Mais est-ce que ce n'est pas le travail des historiens de l'art ? Et est-ce que des historiens de l'art sont venus ici pour fouiller dans les greniers ? Pas vraiment. Donc en fait, on a aussi à s'interroger sur pourquoi les historiens de l'art ne se sont-ils pas intéressés à ce personnage ? Pourquoi un énième livre écrit sur Degas ou Delacroix, certes des peintres admirables, et pourquoi zéro sur Rosa Bonheur ? Est-ce que vous avez un élément de réponse ? Politiquement correct ou pas, d'ailleurs ? Très sincèrement, je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que Rosa Bonheur a été décrochée des murs, des Siemens, des musées. Donc, ces historiens de l'art de cette époque-là, dans les années 50-60, n'ont jamais été confrontés à un Rosa Bonheur. Donc, ils ne les ont pas vus, ils ne se sont pas intéressés. On ne leur en a pas parlé déjà, et donc, disparu. Après, il faut bien voir qu'à cette époque-là, les historiens de l'art étaient principalement des hommes. Et qu'il y avait quand même un très gros fond de misogynie qui n'a pas totalement disparu. Donc voilà, deux raisons qui peuvent peut-être expliquer en partie la disparition de Rosa Bonheur de notre histoire de l'art. Vous, quand vous rachetez le château, du coup, vous le rachetez à la famille d'Anna, c'est ça ? Oui. Aux descendants d'une des sœurs d'Anna, puisque Anna va laisser le château à l'une de ses sœurs, et c'est la sœur qui a eu des enfants. Coup de chance. Et donc, ce qui a permis, en fait, à ce que, effectivement, les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants entretiennent le château. Comment se passe ce passage, cette passation, cette transmission ? C'était merveilleux. Déjà, je suis tombée sur deux hommes qui sont absolument extraordinaires, d'une grande sensibilité, intelligents, et qui m'ont fait confiance. Parce qu'il faut quand même que je vous raconte un truc, c'est que quand j'ai dit que je voulais acheter,
j'avais pas vraiment l'argent. J'en avais une partie, mais j'avais pas tout. Et quand j'ai réussi à emprunter un peu, parce que j'ai pas réussi à emprunter beaucoup, mais j'ai quand même réussi à emprunter un peu pour faire les premiers travaux, j'avais expliqué aux deux frères, à Nicolas, à Eric Sorel de Jorine, je leur avais dit, écoutez, j'achète le château, j'achète tout ce qu'il y a à l'intérieur du château, mais ce qui est à l'intérieur de l'atelier, j'ai pas l'argent pour l'acheter pour l'instant. Donc si vous voulez bien, vous me louez tout ça pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, je pense que comme j'aurai fait mes preuves, les banquiers accepteront de me prêter l'argent qu'il me faut pour le faire. Et j'étais assez sûre de moi parce que vraiment, le projet s'annonçait bien. Ce que je n'avais pas prévu, c'est le Covid. Et, effectivement. Et donc, on se retrouve, début 2020, le projet avait très bien démarré. On avait, je ne sais plus, 17 000 visiteurs la première année. Donc, c'était super. Ça marchait vraiment bien. Mais aller voir un banquier en disant, vous voyez, j'ai commencé à bien travailler, il me faudrait un peu plus d'argent, c'était pas suffisant. Ouais. Si en fait il n'y avait pas eu le Covid, on serait arrivé à nos 30 ou 40 000 visiteurs comme c'était prévu, je pense qu'il n'y aurait pas eu de souci. Mais là, au bout d'un an d'ouverture, c'était pas suffisant. Donc je suis même pas allée voir le banquier pour lui en parler. Mais je n'imaginais pas non plus que les anciens propriétaires allaient me demander de payer tout de suite. Je m'étais dit, ils vont m'accorder les 2 années de Covid, ils vont me les reporter. Et en fait, ils n'ont pas voulu. Je pense qu'ils avaient des engagements eux aussi et qu'ils pouvaient pas les modifier. Donc ça a été un gros moment de désespoir. Et là, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance. Le travail qu'on avait déjà effectué, c'est-à-dire de restauration, d'ouverture, etc., et tous les travaux de recherche qu'on avait entamés, tout ça, ça a fait qu'au niveau de la DRAC, de la région et du département, qui est plutôt au départ assez méfiant, très frileux, en fait, ont pris confiance. Ils ont vu que ce qu'on faisait était sérieux, que vraiment, il y avait un impact, et c'est sûr, on a vraiment drainé du monde. On a eu la présence aussi, on a eu la chance d'avoir le président de la République qui est venu nous voir. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir un peu de poids. Oui. Le loto du patrimoine, ce genre de choses. Stéphane Bern qui nous a appuyés. Et donc là, quand j'ai contacté la DRAC, ils m'ont dit non mais nous on ne peut pas vous donner d'argent parce que vous êtes privé, parce qu'en France il y a encore ce gros problème. Mais par contre, avec la région, le département, on va concocter quelque chose. Et en fait, ils ont acheté cette collection que je ne pouvais pas acheter. Alors pour moi, c'était déchirant. Oui, bien sûr. Et en fait, c'est le département qui l'a acquise et on a une convention et en fait, tout est en dépôt chez nous. Bon. D'accord. Depuis tout ce qu'on a trouvé dans les greniers, plus tout ce qu'on a acheté, tout ce qu'on a pu avoir, notre collection est bien plus importante que celle du département. Mais n'empêche que... Mais pour autant, c'est resté ici. C'est resté ici et si on ne l'avait pas eu, on aurait été très mal. Alors, il y a eu une petite aventure qu'il faut raconter parce que c'était un grand moment d'émotion. On a découvert dans nos greniers une très grande toile qui était roulée. Et on était persuadés que c'était un store. Donc, autant vous dire qu'on ne cherchait pas à le dérouler. On l'enjambait à chaque fois. Et il nous gênait, parce que c'était quand même très grand. Il faisait 3 mètres de long. Donc, un jour, on a décidé de le descendre. Et quand on l'a descendu, on l'a déroulé. Et là, on s'est aperçu que c'était une énorme esquisse du marché aux chevaux, qui est l'œuvre la plus emblématique, la plus célèbre, celle dont la toile achevée est à New York, au Metropolitan Museum. C'est grâce à la vente de ce tableau, d'ailleurs, qu'elle a pu acheter ici, non ? Exactement. C'est pour ça que c'est aussi emblématique. Ce tableau, il est emblématique parce qu'effectivement, il a marqué sa carrière. C'est le tournant de sa carrière aux États-Unis, parce que c'est ce qui lui permet d'acheter son château. Enfin, voilà, c'est ce qui va lui faire cette renommée internationale. Il me semble également que c'était la première femme à pouvoir acheter par elle-même, et par le fruit de son travail, qui puisait, un bien immobilier, en fait. De cette importance, oui. Elle le fait à son nom. C'est en ça qu'elle est aussi... c'est tout ça qui fait que c'est un personnage exceptionnel. Et en fait, nous, on découvre cette toile juste à ce moment-là. Et cette toile, évidemment, on sait quelle valeur elle a sur le marché. Et on sait que si on l'avait proposée aux États-Unis, on nous en donnait largement suffisamment pour qu'on puisse acheter les collections qu'on avait ici, plutôt que de les laisser être achetées par les institutions, notamment par le département. Mais d'un autre côté, ça voulait dire que cette toile allait disparaître, qu'elle ne serait plus en France. Donc là, gros dilemme. Comment on se place ? Égoïstement en se disant, on veut garder nos œuvres, et donc on fait partir cette toile que personne ne connaît, parce que personne ne la connaissait, ou est-ce que notre rôle, il est de garder ici, intacte, toute cette collection ? Donc on a choisi, de garder la toile ici et puis
de passer ce contrat avec le département, la région et la DRAC pour le dépôt des œuvres ici, qui ne nous appartiennent plus, qui sont maintenant dans les collections publiques. D'accord. Voilà. C'est très dur, hein. Ça veut dire que on ne pourra jamais les racheter. Ouais. C'est inaliénable. Quelle histoire. Oui. Au tout début, quand vous avez acheté le projet, alors je pense qu'il n'y avait pas de projet au fond, parce que ça a été une rencontre, on est bien d'accord. Oui. Donc il n'y avait pas de projet au fond, il n'y avait pas de business plan, il n'y avait pas de projet, mais très rapidement vous avez dû vous positionner en disant voilà, j'imagine effectivement la restauration, le fait de pouvoir faire visiter le musée, etc. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui ont fleuri petit à petit ou qui vont fleurir au fil du temps? Alors, étonnamment, en fait, le projet, il est né le jour de la visite, oui. la première visite. Tout était c'est là. La rencontre. C'était, voilà, de cette rencontre, c'était, mais il faut que les gens voient, il faut pas trop restaurer parce que c'est tout ça qui est émouvant. Et si moi, ça peut m'émouvoir aussi fort et aussi rapidement, forcément, ça peut garder l'authenticité. Le public peut ressentir la même chose. Donc, maintenant, j'avais pas idée de ce que coûtait la restauration d'un tel lieu, refaire l'électricité, le chauffage, mettre les sols à peu près plans. Enfin bon, c'était énorme. J'en savais rien. Mais en tout cas, ce que j'avais à l'esprit, c'est qu'un musée ne gagne pas vraiment d'argent. Donc, il fallait d'autres sources de revenus pour que ça marche, pour que ce dossier marche. Donc, ouvrir un salon de thé, ça me paraissait aussi assez évident. Quand on est dans un lieu qu'on trouve charmant, on a envie d'y rester. Moi, j'adore les salons de thé. Je fais les salons de thé depuis que j'ai 15 ans. Et donc, je m'étais dit, je veux créer mon salon de thé avec ma patte, avec ce dont je rêve et que je ne trouve pas forcément. Donc voilà, ça, c'était sûr. Et puis après, dormir dans un musée, c'est un peu le fantasme de tout le monde. Ouais. Donc, ouvrir des maisons chambres. d'édition comme ça qui sort les livres régulièrement sur une nuit au musée. Exactement. On aurait adoré d'ailleurs qu'il y ait enfin, je sais qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire... Mais jamais trop tard. Ouais. Là, on ne sait pas. Pour l'instant, la maison d'édition n'a pas accepté, mais on sait qu'il y a une autrice qui l'a proposé. D'accord. Et donc, voilà, dormir dans un musée, c'est quelque chose d'assez fantastique. Dormir dans les chambres telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient à l'époque de Rosa Bonheur, avec des vrais meubles, les vrais objets. Et puis après, de se dire, il faut que ce lieu soit vivant. Donc, il faut qu'il y ait de la création. Il faut qu'on accueille des chercheurs en résidence pour nous aider à comprendre qui était Rosa Bonheur, pour qu'il y ait des thèses qui soient faites, etc. Donc il va y avoir un petit peu de bruit, c'est normal. Il y a des personnes qui visitent autour de nous, puisque nous sommes installés dans l'orangerie. Je me trompe pas. Qui est attenant en fait au salon thé. Donc le son risque d'être un petit peu perturbé, mais c'est pas grave, ça fait partie du charme. Donc en fait après c'était comment on rend ce lieu encore vivant. Ouais. Donc en faisant venir des artistes, donc résidence d'artistes. On accueille des artistes très régulièrement pour 3, 4 jours, 6 mois. Enfin, ça dépend du besoin qu'ils ont. Des artistes de tout ordre. Ça peut être des photographes qui vont faire un travail de photographie ici. Ça peut être des musiciens qui vont composer. On a eu des merveilleuses compositions. Des écrivains. Jusqu'à une scénariste qui vient très régulièrement. Et puis des chercheurs, parce que ça aussi, c'est important d'avoir des chercheurs. Pour l'instant, on a surtout eu des chercheurs américains qui ont passé beaucoup de temps, puisqu'on a une chercheuse qui a passé 6 mois, une autre 3 mois, un autre 2 mois. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment pérenniser. Ça demande un peu des aménagements. Pour l'instant, nous n'avons pas. Mais ça permet de maintenir le lieu vivant et puis faire des conférences. Et puis peut-être d'avancer le travail de recherche, parce que vous êtes sur un autre pont aussi. Oui, sauf qu'on a quand même au château 2 personnes qui consacrent 100% de leur temps à ça. Ouais. On a un archiviste historien qui est une merveille, qui est vraiment un monsieur, qui est Michel Ponce, qui est vraiment un homme extraordinaire. Et puis une jeune étudiante, donc en master, qui va faire sa thèse sur Rosa Bonheur et sans aucun doute, ça va être la future experte au niveau international. Ça fait déjà 5 ans qu'elle est chez nous, donc avant de commencer ses études. D'accord. Elle connaît tout. Elle reconnaît un Rosa Bonheur. Les yeux fermés presque. Ouais, oui, vraiment. Et donc, à côté de ça, Rosa Bonheur a toujours soutenu la création féminine. Et on s'est dit qu'il fallait vraiment avoir quelque chose aussi de ce côté-là. Et l'une de mes filles qui venait du spectacle vivant, puisque elle était assistante metteur en scène d'opéra,
a créé ce festival autour de la création féminine. Le festival Rosa Bonheur, donc. Le festival Rosa Bonheur qui commence dimanche. Dimanche, ouais. Et donc c'est un festival en plein air de musique. Alors ça va de la musique classique, musique baroque, ça va du chant, donc ça peut être de l'opéra, mais ça va aussi vers le jazz. Et le jazz au féminin, c'est déjà moins courant. Et puis les musiques actuelles, voilà. Sachant que c'est un festival exclusivement féminin. On est... Alors, pas exclusivement féminin. Il faut qu'il y ait de la création féminine. Mais on accueille, par exemple, Manoukian, qui va clôturer le festival. Il vient nous parler de sa grand-mère. C'est tout un spectacle autour de sa grand-mère. Et ça, pour nous, c'est un vrai plaisir. Donc, on a beaucoup d'hommes, mais c'est toujours avec de la création féminine. Ouais, on est autour du matrimoine plutôt que du patrimoine vivant ou pas. Complètement. Et on essaye vraiment de ressortir des choses qui ont disparu. Alors, il faut savoir que dans les sœurs Klumke, la plus jeune était compositrice. Et donc, en fait, c'est aussi en partant de ce qu'on a retrouvé de cette jeune Julia qu'est venue l'idée de jouer de la composition féminine. Est-ce qu'il y a d'autres projets aujourd'hui ? Sachant qu'il y a les chambres d'hôtes aussi, dont on n'a pas parlé. Oui, voilà, il y a ces fameuses chambres d'hôtes qui permettent de dormir au château, dans les murs de Rosa. On peut dormir dans la chambre de Rosa Bonheur, donc dans son décor d'origine. Alors le lit a été changé, rassurez-vous, parce que comme elle mesurait 1m50, le lit était tout petit. Donc on peut dormir, il y a 3 chambres. Il y a la chambre de Rosa Bonheur, il y a la chambre de Nathalie Mikas, qui est très particulière et qui est très belle. Et il y a l'atelier d'hiver. L'atelier d'hiver, c'est l'endroit où Rosa Bonheur se repliait en hiver pour peindre quand son grand atelier devenait trop froid, qu'elle n'arrivait pas à le chauffer. Alors elle est dans une pièce un peu plus petite, plus basse sous plafond, et donc ça lui permettait de peindre dans de bonnes conditions. Et donc cette chambre-là, qui est très grande puisqu'elle fait 60 mètres carrés, est composée de son atelier d'hiver et de sa bibliothèque. Magnifique. Ouais, c'est un endroit assez émouvant. On sent plein de choses. Après, sur les projets, alors on en a toujours plein. On veut ouvrir un restaurant gastronomique. Ok. Avec les produits du parc, pour la plupart, et en tout cas des produits locaux. Parce que, comme vous l'avez compris, j'ai une fille qui fait de la pâtisserie et qui pâtisse donc de façon assez extraordinaire. Elle a épousé un jeune chef extrêmement talentueux. Et si on veut les garder tous les deux ici au château, faut leur donner la possibilité de s'exprimer. Et puis, Rosa Bonheur était une gourmande. D'ailleurs, on sortira un jour son livre de recettes. C'est immangeable. C'est marrant, tel j'y qu'il pensais est. ce matin. Je me suis dit, tiens, c'est quelque chose qui devrait exister, oui. Oui, alors, je pense qu'on le fera, mais on fera la recette telle qu'elle existait à l'époque de Rosa Bonheur, et puis la recette telle qu'il faut la faire maintenant. Mais on fera les deux. On donnera les deux. Mais on s'aperçoit qu'en fait, on avait une façon de manger qui était vraiment très, très, très différente. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc après les projets, c'est de créer ce fameux lieu pour recevoir en résidence nos artistes et nos chercheurs, et donc découper de la façon suivante: 6 mois de l'année pour les chercheurs, 6 mois de l'année pour la résidence d'artistes. On aimerait pouvoir doter en fait ces résidences. Donc là, c'est pour l'instant, on cherche des partenaires avec lesquels on pourrait travailler sur ces dotations. Parce qu'effectivement, ouvrir juste une résidence d'artistes, si on ne peut pas soutenir les artistes derrière pour leur permettre de vivre pendant quelques temps, ça ne marche pas, quoi. En tout cas, c'est pas complet. Et surtout, ça veut dire que souvent les femmes ne pourront pas venir. Et donc, on tient absolument à ce que des femmes puissent venir ici en résidence. Le projet, dans les projets, c'est aussi la restauration, aller plus loin dans la restauration du parc, faire de ce parc vraiment une salle d'exposition à part entière, une salle du musée. On sait combien le parc était important pour Rosa Bonheur. On a d'ailleurs au milieu du parc son atelier champêtre, là où elle peignait au milieu de ses animaux. Et donc on aimerait pouvoir le réhabiliter, pouvoir embellir tout ça de façon à ce que les gens puissent se sentir aussi tels que Rosa Bonheur se sentait à son époque. Aujourd'hui, comment on peut vous soutenir en fait ?
Alors à part le fait de venir et d'en parler. Voilà, déjà le plus important, c'est d'en parler. C'est de venir nous voir, bien sûr aussi, éventuellement de séjourner chez nous, de participer. On fait aussi beaucoup de conférences, de venir aux conférences. Ça permet de savoir où on en est dans les recherches. C'est aussi garder les yeux et les oreilles ouvertes. Quand vous tombez sur un rosa bonheur quelque part, ou quand vous avez l'impression que ça pourrait être un rosa bonheur, ne pas hésiter à nous le dire, faire une photo, demander aux propriétaires s'ils acceptent de communiquer avec nous, parce qu'on fait ce fameux catalogue raisonné des œuvres de rosa bonheur. Et c'est un énorme travail, et beaucoup d'œuvres sont encore dans des maisons, chez des gens qui ne savent pas très bien ce qu'ils ont, ou aux États-Unis. Une grosse partie des œuvres sont parties aux États-Unis. Et puis, on cherche des mécènes, comme tout le monde. Donc, il n'y a pas de petites aides. Toutes les aides sont bonnes. Et ça nous permet de continuer à travailler, à avancer. On a encore beaucoup de lieux à restaurer, notamment le petit pavillon des Muses, l'atelier champêtre de Rosa Bonheur, qui s'est pris un énorme chêne sur la tête pendant les tempêtes de cet hiver. Donc pour l'instant, il est bâché, mais on aimerait bien pouvoir le restaurer. Et moi, j'avais une question pour Catherine, parce qu'on parle beaucoup de Rosa. Déjà, est-ce que vous habitez dans le château ou pas ? Oui. Ouais. C'est quoi de vivre dans les pas de Rosa Bonheur ? C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment donné, on ne s'oublie pas en fait ? Alors, vivre dans les pas de Rosa Bonheur, déjà, c'est absolument merveilleux. Ouais. C'est-à-dire, là aussi, c'est le type de rêve qu'on peut avoir, découvrir un jour une maison abandonnée avec tout à l'intérieur, un personnage extraordinaire qui va nous raconter une histoire. Tous les jours, elle nous raconte un roman, petit en fait. C'est un rêve. Même pas un roman, c'est la littérature jeunesse, au fond. Ouais, oui, exactement, absolument. Voilà, c'est un conte. C'est un conte de fées. Et donc, ça existe et c'est assez merveilleux. Donc, moi qui suis très rêveuse, je suis en plein dans mon rêve. Bien sûr que c'est difficile. Parce que voilà, il y a entre 15 et 20 employés et que la partie recherche travaille sur Rosa Bonheur, la faire renaître partout à travers le monde, c'est merveilleux. Mais à côté de ça, gérer des gens qui ont envie ou pas envie de travailler, ou des conditions de travail avec ce temps, par exemple, ça n'est pas facile. Donc ça, c'est la partie la moins rigolote. Est-ce qu'on ne s'oublie pas un peu ? Non, au contraire. D'abord, je pense que si j'ai essayé de sauver Rosa Bonheur, c'est parce que j'avais besoin de me sauver moi après ce divorce épouvantable. Et donc, elle m'a sauvée. Voilà, c'est elle qui m'a sauvée, c'est pas moi qui l'ai sauvée. Ça crée des liens. Alors, les liens étaient déjà très forts avec mes enfants, mais c'est assez fantastique quand même. On est ensemble en train de vivre une espèce de conte de fées, certes, avec des parties pas marrantes du tout. Oui. Mais on a envie on a envie de faire progresser aussi la condition de la femme. Et Rosa Bonheur, elle est là pour ça. Donc on s'oublie. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est mon projet et je pense que c'est mes enfants, Rosa Bonheur et le reste. Voilà. Ouais. Donc il n'y a pas vraiment de place pour un homme dans cette histoire, en tout cas par rapport à un homme stable. Il n'y a pas... Ouais, il y a... Tout le reste est beaucoup moins important. Je comprends ce que disait Rosa quand elle dit « Et puis, comme la religion, l'art ne peut-il avoir ses vestales ?» Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je ne suis pas rentrée en religion, j'ai pas signé non plus pour l'abnégation surtout. Mais par contre, il y a un côté presque 100%, oui. Il y a un côté aussi, je trouve, toutes les femmes qui ont connu Rosa Bonheur, puisqu'il y a eu Anna et maintenant il y a vous, quelque part, vous et vos filles. Il y a un côté de transmission de flambeau, en fait, ce côté-là, je trouve, qui est très fort dans votre histoire. Oui. On est, dans votre histoire à toutes. Ouais, et je pense que c'est quelque chose qui est aussi très, très fort ici. C'est-à-dire qu'on a tout à fait conscience je ne suis pas propriétaire de tout ça. C'est ce que je sens en fait. Pas du tout. Je suis un passeur. Mais je pense que ça n'est pas uniquement nous au niveau de Rosa Bonheur. C'est aussi beaucoup de gens qui sont, entre parenthèses, propriétaires de monuments
et qui savent très bien que ce sont des passeurs, qu'ils ont reçu quelque chose, parfois ils l'ont acheté, ils ont un travail à faire dessus et ils doivent le rendre dans un meilleur état que quand ils l'ont reçu. Et en fait, c'est quelque chose qu'il faut que les gens comprennent. C'est qu'on ne s'enrichit pas quand on a un monument. On s'enrichit intellectuellement, on a une vie merveilleuse. Dans les rencontres, mais par contre, plein de choses. Voilà, il y a vraiment des gens, et c'est un reproche qu'on entend, ou c'est un mépris qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Non, on ne s'enrichit pas. J'étais plus riche avant de venir ici que maintenant. Mais par contre, ma vie est 1000 fois plus merveilleuse. Je sais pourquoi je suis là. Donc, le jour où je partirai, je pense que je serai heureuse parce que j'aurai accompli quelque chose. Vous pensez que c'était votre mission, votre devoir, Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, je me sens à ma place. Et j'ai l'impression qu'elle nous le dit tous les jours. Et que dans les grands moments difficiles, parce qu'il y en a, j'ai toujours l'impression qu'elle nous... Alors ça fait toujours rire mes enfants quand je dis ça. J'ai l'impression qu'elle nous sème des cailloux. Vous savez, c'est vraiment le petit pousset. Et que quand vraiment c'est difficile, il suffit de regarder sur le sol et on voit le caillou, le prochain caillou, et il suffit de le suivre. Et en fait, moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Donc, quand c'est difficile, il faut lui faire confiance et ça va venir. Un exemple, c'est ce qui est peut-être gravé sur l'atelier. Que Zélie a joliment conté, mais allez-y, parce que je trouve que c'est une anecdote qui est d'une puissance folle, en fait. C'est vrai que c'est assez incroyable. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 3 ans, j'ai cherché comment j'allais financer ce lieu et pour l'achat de ce lieu et les travaux. Et le jour où j'ai enfin pu réunir cet argent, et donc je suis allée chez le notaire. Alors, faut imaginer, j'étais toute seule, puisque j'ai acheté seule. Je suis allée chez le notaire avec ma petite voiture 2 places. J'arrive chez le notaire, les anciens propriétaires, enfin qui étaient encore les propriétaires à ce moment-là, avaient joué le jeu, donc ils m'avaient rapporté un sac avec 5 kilos de clés dedans. Ils avaient réuni plein de clés qui ressemblent à rien, on ne sait même pas d'où elles sortaient ces clés, on ne sait même pas sur ce qu'elles ouvrent. Mais en tout cas, ils avaient joué le jeu. Et quand je suis revenue ici après, donc c'était à Melun, je reviens ici. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, d'émotion, de joie, aussi de peur un peu, de soulagement. Et j'avais réuni quelques amis et il y avait une personne dans la cour, un de mes amis dans la cour, qui me dit « mais j'avais jamais vu ça sur le mur ». Et il me montre sur le mur de l'atelier d'Anna, donc le dernier atelier que Rosa a construit avec Anna. Il me montre ça et je dis « mais moi non plus, je l'avais jamais vu. Je suis venue ici tous les jours pendant presque 3 ans et je n'avais jamais vu sur le mur ce cartouche. Voilà. Ce cartouche avec des lettres. Et les lettres, c'était K.A. pour Klumke Anna et B.R. pour Bonheur Rosa. Or, je m'appelle Catherine avec un K. K.A. ce sont les 2 premières lettres de mon prénom. Et je m'appelle Bro, B.R., les 2 premières lettres de mon nom de famille. Et ça m'émeut de le voir. Et je fais une photo, bien sûr. Et j'ai agrandi cette photo. Et là, je m'aperçois que le jour et le mois, eh bien, c'est le jour et le mois de ma naissance. C'est fou. Et là, ça m'a fait... Ça donne la chair de poule. Moi aussi. Mais quand j'en parle, je suis encore très émue parce que je revis très fortement ce moment. Quoi. C'est un choc. C'est un choc et c'était comme un clin d'œil. Ouais, c'est ça. Et c'était comme quand je l'ai vue dans l'atelier pour la première fois et où j'ai l'impression qu'elle se moque de moi en me disant alors t'es revenue. Et là, j'ai l'impression qu'elle me dit alors je t'ai bien eu. Et puis là, c'est bien écrit, quoi. Enfin, c'est écrit clairement. Autant le clin d'œil, c'est vous qui l'avez ressenti, l'avez interprété de cette façon-là. Là, tout le monde peut voir effectivement le clin d'œil de Rosa à Catherine. Et alors, c'est pas très original, mais ma fleur préférée, c'est la rose. Ça a toujours été la rose. Et il y a une rose sur ce panneau, bien sûr. Et la première chose que j'ai faite quand j'ai dit il faut que ce jardin ressemble à quelque chose, il faut qu'il y ait des fleurs. Je faisais venir des jardiniers, j'avais plein de projets, mais je comprenais rien, enfin ça me plaisait pas et j'avais l'impression qu'ils comprenaient pas ce que je voulais. Donc j'ai acheté 300 rosiers et j'ai fait planter et j'ai planté aussi 300 rosiers et là tout d'un coup on a eu des roses absolument partout et là j'ai vraiment eu l'impression que ça y est, ça commençait, l'aventure commençait à la maison, vraiment. Ouais. D'ailleurs, quand vous parlez du château, vous dites partez en balade et vous rentrez. Vous dites quoi, on rentre à la maison ou on rentre au château? Ça dépend. On peut rentrer au château. Oui, on parle beaucoup du château. Et on va chez Rosa. Ce soir, quand on dit aux enfants, ce soir, on dîne chez Rosa. On est chez Rosa. Mais chez Rosa, c'est pas...
on n'est pas chez une étrangère. On est, Non, bien sûr. C'est comme si c'était la grand-mère c'est que vous exactement alliez ça. Visiter. Quand mes filles sont venues me rejoindre et qu'elles ont fait les visites avec moi, quand elles faisaient les visites et que certaines personnes parfois sont un peu agressives, moins maintenant, mais parfois on avait vraiment des gens très agressifs par rapport à Rosa. Mes filles, quand elles les entendaient, mais c'est tout juste si elles n'allaient pas leur donner des claques, parce que pour elles, c'était attaquer leur grand-mère. Pour elles, Rosa est leur grand-mère. Donc c'est vraiment quelqu'un de très important dans leur vie. Ouais. D'ailleurs, elles ont imaginé à un moment prendre un pseudo et s'appeler Bonheur. Ah oui. Ouais. Bon, finalement, elles l'ont pas fait. Il est toujours temps. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, Catherine, pour cet échange, j'ai trouvé magique. Merci, c'est Rosa qui est magique. Merci beaucoup d'être venue. Vous l'êtes un peu quand même aussi, c'est votre grand-mère. Donc. Mais oui, c'est un personnage dont on adore parler. Ouais. Merci à vous. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Maison Conquête. Et surtout un grand merci à Catherine pour son accueil chaleureux. Ici, au château de Rosa Bonheur, nous avons entendu comment une maison peut sauver, rassembler et transmettre bien au-delà d'une seule vie. Alors si ces histoires résonnent en vous, je vous invite à poursuivre cette exploration avec le journal intime de ma maison. C'est un guide et un carnet que j'ai créé pour vous permettre, à votre tour, de dialoguer avec votre lieu de vie, d'y inscrire vos sensations, vos rêves, vos transformations. Parce que nos maisons gardent nos traces et qu'en prendre soin, c'est aussi prendre soin de soi. Merci de partager cet épisode autour de vous et d'écrire, si vous avez envie de prolonger la conversation, en message privé sur Instagram ou bien en commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vos lieux et de ce qu'ils gardent de vous.